L'architecture participe de la construction d'un monde susceptible d'être partagé par les humains, mais ce monde n'est pas forcément raisonnable au sens, alors je prends raison au sens un peu habermasien d'une raison ouverte, prête à accepter la contradiction, d'une raison synonyme de dialogue en un mot. Alors du coup, je distinguerai entre rationalité et raison. L'architecture peut être rationnelle, l'est d'ailleurs souvent, sans être nécessairement raisonnable. Alors l'architecture participe de la construction d'un monde susceptible d'être partagé par les humains. Alors si on élargit la focale au-delà de l'architecture, tout un pan de la philosophie moderne et contemporaine a traité du rôle joué par certains artefacts dans la possibilité de construire un monde commun. Dans La condition de l'homme moderne, Hannah Arendt opposait par exemple les réalisations qui font œuvre et par là même inscrivent les pensées et les actions humaines dans une sphère qui transcende le vécu immédiat, aux productions qui supportent ce vécu sans s'inscrire dans une durée qui fasse sens. D'un côté l'œuvre, de l'autre côté ce qui permet finalement la reproduction de la vie, ce que Arendt classe plutôt dans la catégorie finalement du travail. Alors tout un pan de la production architecturale, qu'il s'agisse de monuments ambitieux ou de simples habitations qui voient se succéder les générations, fait à coup sûr partie de ces œuvres destinées à inscrire l'humain dans la durée. On retrouve le même genre d'idées dans l'ambitieuse philosophie de l'architecture du philosophe allemand Ludger Schwarte, publiée initialement en 2009 et parue 10 ans plus tard en français, sur laquelle je reviendrai vers la fin de cette présentation. Mais la référence qui m'a sans doute le plus marqué, et là on revient un peu à la SFA, c'est la lecture de l'humaniste italien renaissant Daniele Barbaro par Pierre Quay. Barbaro voyait, selon Quay, dans l'architecture une façon de créer un cadre spécifique pour les humains, un cadre qui les protège à la fois de l'immanence de la nature et de la transcendance du divin. Ni être complètement naturel, ni Dieu, cette position inconfortable mais à mon sens essentiel pour qu'un monde commun soit possible, prend un relief supplémentaire aujourd'hui, alors même que décidément je cite beaucoup de philosophes aujourd'hui, pour citer un dernier philosophe, Francis Wolff, dans 3 utopies contemporaines, on a 2 tentations marquées du sceau de l'utopie qui s'expriment aujourd'hui, celle de ramener l'homme à la nature, à une condition animale dont il se serait coupé sans motif véritable, ou celle d'en faire au contraire un Dieu, en tout cas en puissance, au moyen des technologies bionumériques permettant de l'augmenter. 2 tentations en sens contraire, l'antispécisme d'une part, et le post-humain marqué par les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Alors le titre du livre, 3 utopies, parce que Wolff se réclame d'une utopie cosmopolitique, très héritière des Lumières, distincte des 2 précédentes et qui verrait l'humanité tenter de se réconcilier avec elle-même. Peut-être qu'il peut sembler assez évident que cette réconciliation probablement un préalable à la restauration d'un véritable monde commun. Alors, venons-en à la raison. Alors, ce que je trouve très frappant, là aussi, c'est que l'architecture est archi-tectone, on a glosé sans fin sur l'association de ces 2 mots, mais il n'y a pas de logos dedans. Et d'ailleurs, Philippe Boudon, qui avait introduit la notion d'architecturologie, prenait toujours soin de dire, attention, l'architecturologie n'est pas l'architecture. Alors, l'architecture a évidemment à faire avec l'instauration d'un ordre lisible. La première chose qu'on demande à un architecte, c'est d'ordonner la matière, mais rien n'indique que cet ordre soit discursif, encore moins raisonnable. Encore une fois, pour en revenir à la nature, il existe plein de configurations d'ordonnées, à propos desquelles la question de la raison ne se pose nullement. Pensons par exemple à la régularité des cristaux. Les ordres architecturaux ont parfois davantage à faire avec la déraison qu'avec la raison, au sens dans lequel je l'ai pris tout à l'heure. Bon, le palais de Ceausescu me semble un assez bon exemple, même si évidemment on pourrait gloser sans fin sur ses imperfections d'un point de vue du maniement du vocabulaire classique. Mais je voudrais laisser cette question de côté pour l'instant et revenir à la contribution de l'architecture à l'instauration d'un monde commun. Et en m'inspirant des références que j'ai déjà citées, l'architecture crée un cadre, un lieu pour que les humains puissent résider. Mais plutôt que de parler de lieu, je préfère parler de théâtre. L'architecture est comme un théâtre. Celui-ci sert de cadre aux actions des hommes.
il les incite même, de manière plus ou moins explicite, à agir. La plupart du temps, exception faite de programmes particuliers comme les lieux de culte, les prisons ou les cimetières, cette incitation demeure discrète et vague. Bon là, l'incitation est particulièrement claire, c'est le fameux projet de prison de Ledoux, mais la plupart du temps, c'est tout de même un petit peu plus discret. Ainsi que le soulignait Walter Benjamin, on ne perçoit ordinairement l'architecture que de manière distraite, sans lui accorder l'attention qu'on porte aux réalisations des autres arts. Alors cela ne signifie pas que son pouvoir soit nul, son murmure insistant présente un certain nombre de conséquences. La principale est de suggérer que les actions humaines et la mémoire qui en est gardée ont un sens. Et le véritable sens de l'architecture ne réside peut-être pas dans autre chose que dans cette capacité de suggestion qui ouvre à la fois la possibilité de la politique et de l'histoire. Alors dire que l'architecture est un théâtre ne suffit pas complètement à préciser la nature de ses effets et plus précisément ce en quoi elle contribue à la construction d'un monde commun. Alors dans la suite de cette présentation, je voudrais esquisser quelques pistes à ce sujet. Alors je l'ai déjà dit, l'architecture est synonyme d'ordre. Sa première fonction est d'ordonner la matière. Alors on peut ensuite s'interroger sur les questions de tendance, de style, etc. Mais je dirais, la première chose que fait un architecte finalement, c'est d'ordonner l'usage de la matière. Alors l'ordre architectural emprunte à la nature des questions plutôt que des principes. Par exemple la question de la symétrie. Mais il est en même temps profondément culturel, on le sait. Les proportions des colonnes varient ainsi d'une époque et d'une société donnée à une autre. Ici, on est à Séoul, et on n'est pas dans l'usage vitruvien des colonnes, on est dans autre chose, mais demeure quand même toujours cette question de l'ordre, de l'ordonnancement d'ailleurs, on pourrait dire, de la matière. Alors plus généralement, l'architecture sert de médiation. La notion d'ordre renvoie à une médiation entre le monde physique et les humains. Elle murmure quelque chose au sujet de ce que l'un et l'autre sont censés être. Encore une fois, dans un cadre culturel donné, et elle dit quelque chose aussi de leur possible relation. Alors c'est cette relation, c'est le moment de publicité, que j'ai choisi d'appeler matérialité dans un de mes livres. L'architecture suggère certaines choses à propos du monde physique, ainsi que de ce qui pourrait constituer le propre de l'humain. Question toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est particulièrement net à certaines périodes. Alors peut-être un des meilleurs exemples, c'est l'architecture nouvelle de la Renaissance, qui est par exemple inséparable de la suggestion d'un monde régi par la mesure, donc l'idée finalement que le monde est mathématiquement mesurable, et également inséparable d'un sujet humain capable d'ordonner le monde en fonction de cet ordre mesurable. Alors si on saute très en avant dans le temps, la modernité en architecture, entendue en un sens plus vaste que celle uniquement du mouvement moderne, est également inséparable de définitions renouvelées du monde matériel et de l'humain. Par exemple, on sait bien qu'il y a une espèce de vision héroïque de l'humain. Et puis, comme l'a souligné à maintes reprises l'historienne de l'architecture américaine Beatrice Colomina, il y a aussi la question du corps souffrant, du corps malade, d'où le caractère paradigmatique du programme du sanatorium, ici évidemment Pamio, d'Alvar Aalto. Alors, une histoire de la matérialité de l'architecture, entendue en ce sens de cette double suggestion de ce qu'est le monde physique et de ce qu'est l'humain et de leurs relations est possible, et j'ai tenté de l'esquisser dans les divers écrits, notamment le bouquin que j'ai consacré à cette question. Alors, évidemment, le numérique conduit à renouer avec cette interrogation aujourd'hui. Et le numérique, eh bien, ça change notre rapport au monde physique, il n'y a pas besoin d'être sorcier. Et puis, ça change aussi la question de qui sommes-nous, évidemment, avec l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, dont d'ailleurs on peut se demander en quoi est-elle plus artificielle, moins artificielle, etc. De quelle nature est le monde matériel qui nous entoure, et qui sommes-nous finalement? Ces deux questions sont essentielles si l'on cherche à construire ou reconstruire un monde commun. Alors, ce qui est à noter, c'est, il a été mentionné que je m'intéresse pas mal ces derniers temps aux questions de la nature, c'est que le rapport au vivant pose des questions assez comparables. L'un des enjeux cruciaux pourrait bien consister à savoir comment conjuguer les interrogations liées à l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle avec celles qui relèvent du rapport au vivant. Et c'est à ce chantier que j'ai essayé de m'atteler ces dernières années. Il y a des thèmes qui circulent de l'un à l'autre. Par exemple, l'idée de non-séparation entre le sujet et son environnement,
qu'il soit naturel ou numérique. Ici, dans le cadre un peu de la réflexion sur le vivant, ce dessin de Fabrice Hibert, l'homme tubercule, souligne finalement cette espèce de continuité qui existerait entre l'humain et ce qui l'entoure. Alors, un autre registre lié à la question de la matérialité, à mon sens, toujours ce théâtre, l'élaboration de ce que j'appellerais des situations construites. Elles peuvent être parfois très élémentaires, comme la construction d'un podium ou d'une tribune, qui semble conférer une portée spéciale aux paroles et aux actes de ceux qui y montent. Et l'architecture, finalement, multiplie ce type de situation. Là encore, la raison au sens intégrateur que j'ai voulu lui donner n'est pas forcément au rendez-vous. Ce n'est certainement pas ce dont il s'agissait à la tribune de l'arène de Nuremberg, dessinée par Speer. Bien des communautés n'avaient pas leur place au sein du monde que cherchait à promouvoir ce type d'architecture. Alors reste une des questions les plus difficiles, celle du statut du symbolique. On sait bien que le monde commun a besoin de symboles, et l'architecture parle-t-elle? On a longtemps cru que l'architecture ne pouvait parler qu'au moyen d'ornements et de symboles. Ça, c'est un des trophées qui ornent la façade sur jardin de Versailles. Oui, c'est Versailles. Bon, dans certains cas, effectivement, l'architecture et Versailles est codée tout entièrement au moyen de symboles. Mais la question, je voudrais dire, est en réalité plus complexe que celle de la signification au sens traditionnel, ne serait-ce que parce que l'architecture moderne a pu supprimer l'ornement sans que ça crée tant de problèmes que cela. Alors, cette idée d'une architecture qui parle, il est intéressant de noter qu'elle atteint son paroxysme avec l'interprétation de la cathédrale gothique chez Victor Hugo, et ça donne naissance au célèbre « Ceci tuera cela ». La cathédrale est un livre de pierre auquel le livre imprimé va se substituer à partir de la Renaissance. Mais en fait, je voudrais, bien avec tout le respect évidemment que je dois aux grands hommes et à Victor Hugo, prendre mes distances par rapport à cela, parce que lit-on nécessairement toujours les détails de l'ornementation, y compris dans la cathédrale gothique. Certes, certains guides vous détailleront ce qu'il y a sur les 5 portails de la cathédrale de Bourges, très en détail, résurrection, dormition de la Vierge, tout ce que vous voulez. Mais je voudrais suggérer qu'en fait, l'ornement fonctionne en général à un niveau beaucoup plus fondamental, qui est celui que j'appellerais le décor, et y compris dans le cas du gothique. C'est cela qu'on perçoit peut-être, c'est-à-dire quelque chose à laquelle on conçoit qu'il y a une signification, mais on ne la lit pas forcément comme on lit un livre. C'est quelque chose de plus immersif, c'est quelque chose aussi finalement d'un petit peu plus nébuleux. Et je dirais que c'est encore plus frappant lorsqu'on se trouve confronté à des architectures étrangères face auxquelles on n'est pas toujours en mesure, si on ne connaît pas finalement tous les livres sacrés hindous, on ne comprend pas toujours exactement ce qui se passe dans les détails de l'ornementation, mais on conçoit bien que ce décor, au sens absolument non péjoratif, suggère, encore une fois, que les actions humaines ont un sens. Là encore, un sens est suggéré, et la suggestion est peut-être ce qu'il y a de plus durablement présent. Et je dirais que c'est vrai aussi dans notre culture. La Galerie des Glaces, vous pouvez, caisson par caisson, en fait, lire ce qui est signifié. Par exemple, vous avez un endroit où la victoire précède Louis XIV sur le point de déclencher une juste guerre, etc., etc. Tous les caissons ont un sens, mais en fait, qui lit vraiment dans le détail, à part les historiens et les spécialistes du règne de Louis XIV, ce qui se passe? Je dirais que finalement, c'est cet effet de décor qui a survécu à la fin de l'ornement au sens classique. Je trouve pour moi la bibliothèque Beinecke de Yale est un puissant décor, et en même temps, il n'y a pas d'ornement au sens classique du terme. Du coup, on en revient aussi à quelque chose qui caractérise le théâtre. Le théâtre est toujours agit aussi comme un décor, même si là aussi vous avez des théâtres modernes sans les masques de la comédie et de la tragédie, etc. On ne fait plus de théâtre à la Garnier, mais les effets de décor restent puissants. Alors il y a des effets encore plus puissants de l'architecture, on le sait. L'architecture, par exemple, rassemble. Et c'est toute l'interprétation de l'architecture médiévale par le XIXe siècle, ça fascine Viollet-le-Duc. C'est d'ailleurs l'interprétation dominante de la cathédrale gothique au XIXe siècle. Ici, bon, ce n'est pas la cathédrale gothique, c'est le donjon de Coucy par Viollet-le-Duc. Mais vous voyez cette fonction de rassemblement
Les médiévistes, d'ailleurs, prennent pas mal de précautions par rapport à tout ça. Mais il est clair que l'architecture a une fonction de rassemblement. Le XIXe siècle va lui attribuer une fonction de galvanisation des énergies. Évidemment, on est encore une fois dans cette idée du théâtre où, rappelons-le, quand même, l'audience est tout aussi importante que les acteurs. Mais alors, c'est à ce stade que je voudrais compliquer un peu plus. Et au début, j'étais assez réticent à revenir à ce colloque parce que je suis un peu d'un naturel paresseux. Mais bon, ça m'a obligé un peu à travailler. Et mon argument va être que pour qu'il y ait un véritable monde commun, au sens humain, il faut que l'architecture puisse à la fois rassembler et séparer. Alors évidemment, quand on parle de séparation, on pense tout de suite à des fonctions de l'architecture, comme la distribution. On divise les pièces, on élabore même, comme ici, ce qui deviendra le couloir, qui est le corridor, etc. Mais je voudrais vous proposer un détour un peu barbant par la technologie pour essayer de comprendre ce dont il s'agit de façon un petit peu plus profonde que la simple partition des espaces. Alors dans les processus d'hominisation au moyen de la technique, on s'est beaucoup focalisé à la suite de Leroi-Gourhan sur l'outil et sur l'extériorisation des fonctions du corps, comme la percussion au moyen de la main, on passe à l'outil, etc. Et encore une fois, le geste et la parole regorgent d'analyses devenues tout à fait inoubliables sur cette question. Mais il y a aussi tout de même autre chose. C'est que la technologie permet de vivre de manière plus autonome que lorsqu'on en est dépourvu. Sans technologie, on est finalement un peu contraint à l'intensité de la proximité affective des primates. Il y a eu beaucoup d'études ces dernières années, alors là c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, mais Franz de Waals et bien d'autres ont quand même souligné à quel point les chimpanzés, par exemple, sont des êtres beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait longtemps soupçonné, mais comme ils ont quand même peu d'outillage, ils en ont un peu, mais pas beaucoup. Du coup, beaucoup de choses, finalement, se règlent dans une espèce de proximité physique et affective tout à fait considérable. La technique nous permet finalement de nous isoler, et elle va nous permettre de nous isoler de plus en plus, et je dirais la solitude contemporaine, notamment engendrée par les outils numériques, n'est jamais qu'un dernier avatar de la chose. Et on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, je suis confronté à des générations d'étudiants qui demandent à ChatGPT des choses qui vont de leur régime alimentaire aux exercices physiques, sans forcément le demander à leurs voisins comme on le faisait d'autrefois. La technologie est dans une large mesure à l'origine du sentiment de solitude de l'individu moderne qui s'exacerbe aujourd'hui avec le numérique. Mais simultanément, il faut quand même le rappeler, elle nous relie de mille et une façons, elle nous rend solidaires, elle permet d'autres échanges au moyen de médiation, on n'est plus dans l'immédiateté physique, on est dans la médiation, et évidemment, pensons au rôle, bien avant les technologies numériques, de l'imprimé, de la presse, et d'où finalement, je dirais, la technologie, c'est aussi constitutif de ce que Habermas va appeler l'espace public, ou ce que préfère appeler la sphère publique, pour qu'on ne confonde pas l'espace physique et cet espace, finalement, de l'échange raisonné. En d'autres termes, il faut un certain degré de séparation pour que le collectif, au sens humain, puisse se constituer. Et c'est sans doute aussi important que l'invention d'outils. Évidemment, les choses sont moins simples aujourd'hui avec les nouveaux médias de l'ère numérique. Si on savait à peu près que faire avec la presse, il est évident que les réseaux sociaux nous posent des problèmes. Mais les réseaux sociaux sont assez typiques de ce qui se passe aujourd'hui. Ils nous rendent encore plus solitaires et malgré tout encore plus connectés aux autres, pas forcément toujours pour le bien. L'un des enjeux, évidemment, de recréer du monde commun. Mais revenons à l'architecture. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'architecture, alors il y a une longue tradition de déploration par les architectes qui remonte au moins à Vitruve, dans laquelle on se plaint sans fin du fait qu'on n'écoute pas l'architecture. Moi, je prendrais le contrepoint et je dirais que l'architecture est une technologie extrêmement puissante. Avant même d'être un art, c'est bâtir, édifier, etc., est une technologie extrêmement puissante qui participe de cette question du rassemblement et de la séparation. Elle participe pleinement de la constitution de la sphère publique, mais pas nécessairement sur le mode simple de la question de l'espace physique,
partagé, même si celui-ci est essentiel. On sait bien aujourd'hui que sans place publique, dans un sens extrêmement littéral, on a rarement des révolutions qui réussissent. Du printemps, bon, celui-là n'a pas très bien réussi, mais des printemps arabes à ce qui s'est passé en bien d'autres lieux. Alors, je voudrais revenir à mon philosophe allemand, Ludger-Schwarte, que je citais. La séparation permet aussi les effets de seuil et finalement les dissonances. Et je dirais l'architecture ne se contente pas de séparer, elle fabrique des seuils, elle fabrique des transitions, et je dirais elle fabrique aussi des seuils et des transitions qui sont parfois un peu dissonantes. Et c'est assez important, c'est-à-dire c'est ce qui sépare finalement l'architecture de sa dimension purement technologique, c'est qu'il faut quelque part que le seuil puisse un peu par moments dysfonctionner pour faciliter ce que j'appellerais le surgissement de l'imprévu, et cela au moins autant que la place publique. Alors pourquoi je citais ce philosophe allemand? Parce qu'il a fait toute une étude, alors je ne suis pas toujours convaincu par tout ce qu'il dit sur les espaces de la Révolution française, mais il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, dans lequel il dit finalement, un des trucs les plus intéressants dans les assemblées et les réunions révolutionnaires, c'est pas uniquement que vous avez l'espace central avec les héros qui s'agitent et prennent des poses à l'antique, c'est que vous avez le public qui interagit, qui fait des remarques, qui parfois siffle, applaudit, etc., etc. Et vous avez finalement cette espèce, finalement, le politique, c'est pas uniquement les grands gestes au centre ici, du fameux dessin de David sur le serment du jeu de paume, c'est cette interaction avec un public qui est plein d'imprévus, c'est finalement ce risque que permet par moment de prendre l'architecture. Alors j'en reviens à mon architecture est un théâtre. Ce théâtre permet d'organiser des événements suivant un scénario la plupart du temps prévu à l'avance, mais il doit aussi rendre possible le surgissement de l'imprévu, du politique sous sa forme peut-être la plus radicale. Il y a du politique évidemment dans le prévu, mais il y a aussi le surgissement du politique sous sa forme peut-être la plus radicale, celle de la spontanéité, en rupture avec l'ordre existant. Alors pour en venir à la raison, au sens un peu dialogique dont j'ai parlé, peut-être n'est-elle possible, sous sa forme politique du moins, que dans la coexistence de ces deux régimes, celui de l'ordre prévisible des institutions, et puis bon, ce qu'on appelle le bon gouvernement, si vous voulez, mais tout bon gouvernement laissé à lui-même finit par devenir un mauvais gouvernement, on le mesure très bien aujourd'hui, et puis celui de la rupture par des événements porteurs, eh bien, il faut bien le dire, d'une certaine forme d'utopie. Ces deux régimes se tempèrent et permettent de se forger un destin commun qui échappe à la fois au risque de l'émiettement et au piège totalitaire. Et je dirais, si on regarde aujourd'hui la crise finalement de notre monde commun, vous avez des gens qui participent à la crise, qui vous disent « Ouh là là, tout va mal parce que tout s'émiette, donc il faut tout rassembler ». Mais du coup, à force de vouloir tout rassembler, on risque aussi de tomber dans le piège totalitaire, et Dieu sait qu'aujourd'hui, les pièges totalitaires ne manquent pas dans certaines régions du globe. Alors, je dirais qu'en même temps, l'architecture, c'est quelque chose qui autorise cette coexistence, finalement, la plupart du temps. Mais c'est une coexistence qui est extrêmement difficile à penser, à théoriser, et même à concevoir. Et je dirais, comment concevoir des espaces pour l'imprévu? C'est franchement pas ce que font en général les architectes. Et je dirais, la plupart du temps, l'imprévu déjoue les dessins de l'architecte. Et de mon point de vue, il n'y a pas d'échec plus significatif que celui de l'ancien, du situationniste repenti Constant, néerlandais, qui va passer la seconde partie de sa vie, après avoir quitté l'international situationniste, à essayer d'élaborer une ville dans laquelle le spontané prendrait le relais du prévisible, et ça va donner naissance à ce projet un peu étonnant de la Nouvelle Babylone, de New Babylon, dont il ne reste finalement, c'est un vaste échec, mais il ne reste que des cartes et des maquettes énigmatiques qui témoignent finalement de cette difficulté. Alors ça reste un projet fascinant jusqu'à aujourd'hui. Quelques-unes des maquettes sont d'ailleurs en exposition actuellement au New Museum de New York. Ça reste un projet assez fascinant parce que ça montre un peu les limites d'un essai architectural de penser l'imprévu. Alors, je dirais que l'architecture, oui, elle permet finalement la coexistence du prévu et de l'imprévisible, mais elle a des difficultés à le théoriser. Peut-être que son véritable pouvoir,
ce qui lui permet finalement d'autoriser ce déploiement simultané du prévu et de l'imprévu, c'est sa matérialité, pour en revenir à ce thème. Le fait que l'architecture, ce n'est pas un discours, ça reste quand même quelque chose qui est fondamentalement à propos de la matière et de l'humain, et quelque chose qui est irréductible à l'ordre du discours. L'architecture, même les architectures, même le palais de Ceausescu, est irréductible à l'idéologie déployée par l'ex-tyran roumain. Il y a dans l'architecture une possibilité, encore une fois, de rédemption dans cette énigmatique matérialité. Énigmatique, pourquoi? Parce que la matière ne parle pas. Il y a eu aussi beaucoup d'essais de rendre l'architecture parlante. Ils ont tous échoué. L'architecture ne parle pas comme les réseaux sociaux, mais elle permet à des régimes de parole et d'action qu'on pourrait croire irréconciliables de coexister. Alors, ma conclusion, ça sera qu'évidemment, l'architecture contribue à la création d'un monde commun. Là, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, elle y a toujours contribué. Il n'y a qu'à revenir à Hannah Arendt, ça s'applique particulièrement bien à l'architecture. Mais l'architecture n'est pas forcément raisonnable. Et Dieu sait qu'on a des exemples d'architecture déraisonnable, et je reviendrai à ma distinction initiale du rationnel et du raisonnable. L'architecture est en général rationnelle, pas toujours, mais en général, en ce sens qu'elle a de bonnes raisons de faire ce qu'elle fait, mais elle n'est pas forcément raisonnable, dans ce sens un peu de raison partagée que j'ai essayé d'évoquer. Mais elle constitue probablement l'une des conditions de possibilité de l'éclosion de cette raison partagée, sans laquelle finalement notre monde commun finit tôt ou tard par s'épuiser. Et je terminerai là-dessus et je vous remercie de votre attention.